Quand on est emmerdé par une affaire, il faut susciter une affaire dans l'affaire et si nécessaire une autre affaire dans l'affaire de l'affaire jusqu'à ce que personne n'y comprenne plus rien. Je voudrais reprendre cette citation car pour comprendre cette crise artificielle d'Haïti, vous devez revenir constamment à ce qu'on appelle indifféremment soit la doctrine Pasqua ou bien le théorème Pasqua. Donc je vais reprendre cette citation. Prenez le temps de la décortiquer, prenez le temps de l'analyser, prenez le temps de la comprendre, car cette citation va nous aider à bien saisir cette crise artificielle en Haïti. Donc je la reprends. Je vous ferai donc 3 citations au début de l'émission. Quand on est emmerdé par une affaire, il faut susciter une affaire dans l'affaire et si nécessaire une autre affaire dans l'affaire de l'affaire jusqu'à ce que personne n'y comprenne plus rien. Charles Pasqua, ancien parlementaire français, ancien ministre de l'Intérieur français, décédé en 2015. L'histoire est une suite de mensonges sur lesquels on est d'accord. Napoléon Bonaparte. L'histoire est une suite de mensonges sur lesquels on est d'accord. Et ça, c'est une phrase que Napoléon Bonaparte a prononcée tandis qu'il était en exil à l'île, n'est-ce pas, Sainte-Hélène. Il sentait venir sa mort et il exprimait, en tant qu'ancien homme d'État français, sa vision de l'histoire. Donc l'histoire pour lui, c'est une suite de mensonges sur lesquels on est d'accord. Et je vous dirai ce que Napoléon Bonaparte avait en tête lorsqu'il a lancé cette phrase. La 3e citation que je vous ferai, elle est du 32e président des États-Unis d'Amérique, ancien ministre de la Marine au moment où les États-Unis sont entrés en Haïti pour l'occuper, ce qu'ils feront pendant 19 ans. Et il est devenu donc président des États-Unis vers la fin de la soi-disant occupation américaine d'Haïti, donc Franklin Delano Roosevelt. Voici ce qu'il a dit. Et je l'ai déjà utilisé cette citation, mais c'est important parce que ces 3 citations vont projeter une lumière vive, une lumière crue sur cette soi-disant crise en Haïti. Voici donc la citation de Franklin Delano Roosevelt. « Il faut constamment soulever les va-nu-pieds contre les gens à chaussures et mettre les gens à chaussures en état de s'entre-déchirer les uns les autres. C'est la seule façon pour nous d'avoir une prédominance continue sur ce pays de nègres, Haïti, qui a conquis son indépendance par les armes, ce qui est un mauvais exemple pour les 28 millions de Noirs d'Amérique. Et là, c'est le 32e président des États-Unis qui émettait des conseils sur la manière de contrôler Haïti, ce pays de nègres, comme il l'appelait. Je reprends sa phrase. « Il faut constamment soulever les va-nu-pieds contre les gens à chaussures et mettre les gens à chaussures en état de s'entre-déchirer les uns les autres. C'est la seule façon pour nous d'avoir une prédominance continue sur ce pays de nègres qui a conquis son indépendance par les armes, ce qui est un mauvais exemple pour les 28 millions de Noirs d'Amérique. » Franklin Delano
Roosevelt. Caméra et montage Technical Fall Production. Microphone Jean-Fils Aimé. Bonjour le monde, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. J'espère que vous allez bien. Ça va mal en Haïti. Je sais que beaucoup d'entre vous sont découragés. Beaucoup d'entre vous ne savent où en donner de la tête. Eh bien, moi, je n'ai pas le droit d'être découragé. Je n'ai pas le droit. Quand on est directeur d'opinion, quand les gens nous écoutent, je n'ai pas le droit d'être découragé. Bien sûr que je vois, comme vous, ce qui se passe en Haïti, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Tout ça n'est qu'artificiel. Ce qu'on appelle crise est une grande mise en scène. Je vais vous le prouver tout à l'heure. Et mieux, je vais vous dire comment rééditer le 18 novembre 1803. Nous allons tout simplement rééditer Vertières. Je pique votre curiosité. Est-ce que Jean-Fils Aimé va nous inviter à prendre les armes? Oui, mais quel type d'armes? Ah, ça c'est autre chose. Est-ce que Jean-Fils Aimé va nous conduire vers une nouvelle indépendance? Oui, mais nous verrons de quel type d'indépendance on va parler à cette émission. J'ai un rêve, je pourrais intituler ainsi l'émission d'aujourd'hui. J'ai un rêve pour Haïti, rééditer le 18 novembre 1803, rééditer la bataille de Vertières. Prenez le temps là. Aujourd'hui, je veux vraiment que vous soyez tout oui à ce qu'on va dire. Je vous veux attentif. Je vais vous faire quasiment un cours de relations internationales. Je vais vous faire un cours de mise en scène internationale. Et je vais vous expliquer aussi la voie que nous devons emprunter pour nous en sortir. Rien de moins. Prenez le temps de vous installer en famille. Prenez le temps aussi de noter. Parce que, vous savez, on ne refait pas l'histoire à chaque fois. Il y a un paradigme à l'intérieur duquel les grands pays, donc les pays voleurs, occidentaux ou non occidentaux, donc il y a un paradigme à l'intérieur duquel ces pays voleurs fonctionnent avec ce qu'ils considèrent des petits pays, comme des petits pays, généralement des pays de Noirs. Et si nous comprenons ce paradigme-là, si nous comprenons cette mise en scène, eh bien, nous allons anticiper leurs coups, les déjouer et l'emporter finalement sur eux, comme l'ont déjà fait nos ancêtres. Donc là, je ne suis pas du tout découragé, je suis même optimiste vis-à-vis d'Haïti. Car je suis de ceux qui croient que derrière chaque crise se cachent des opportunités. Je suis un optimiste irréductible. Mon découragement ne dure que l'instant d'une nuit. Quand je dors, je me réveille toujours avec une nouvelle énergie, avec de nouvelles solutions et je vais jouer franc jeu avec vous. Je vais vous mettre quelque chose sur la table qui nous permettra de sortir de cette crise artificielle, de cette crise apparente, les amis. Vous connaissez le rituel à ce stade-ci. Allez vous offrir une tasse de thé, une tasse de café, une tasse de chocolat chaud. Moi, j'ai autre chose dans ma tasse d'aujourd'hui. Je ne veux pas faire de la publicité pour la compagnie en question, mais restez éveillés, les amis. On va se dire, comme toujours, les vraies affaires. On s'en va à la pause. Au retour de la dite pause, on va se lancer. Allez, à tout à l'heure. Les amis, vous vous souvenez que je vous avais dit que, avec un peu de prétention, j'aurais intitulé l'émission d'aujourd'hui « J'ai un rêve pour Haïti ». Au fait, j'ai une utopie pour Haïti. Mais une utopie que nos ancêtres ont déjà réalisée et que je vais vous convier à la fin de l'émission à rééditer. C'est possible. Je vais prendre le temps de vous expliquer le chemin à emprunter, la voie à suivre. Je ne vais pas réinventer la roue, je vais tout simplement m'inspirer de ce que mes ancêtres ont fait. Si vous prenez le temps de regarder en arrière-plan de ma bibliothèque, j'ai 3 héros dans mon panthéon personnel. En fait, il y en a un qui n'est pas là, on attend encore
que sa photo soit arrivée. J'ai 3 héros dans mon panthéon personnel. J'ai 3 dieux auxquels je crois. Ce sont 3 dieux imparfaits. Mes dieux à moi sont toujours imparfaits parce que ce sont des humains. Les seuls dieux qui soient parfaits n'existent pas. Les dieux parfaits existent seulement dans la mythologie, dans les religions. Moi, je crois en des dieux concrets. Mes dieux à moi, ils sont imparfaits, mais ils sont d'une inspiration à toute épreuve. Mon premier dieu à moi de mon panthéon, c'est Toussaint Louverture, que je lis, que je relis. Et vous le voyez après moi. Toussaint Louverture est un dieu pour moi parce que c'est un homme qui comprenait ce qu'on appelait, n'est-ce pas, les grands jeux des relations internationales. Il comprenait ce qui était en jeu du point de vue de la géopolitique internationale. Il comprenait les enjeux des États-Unis, il comprenait les enjeux de l'Empire britannique, il comprenait les enjeux de l'Empire français, il comprenait les enjeux de, n'est-ce pas, de l'Empire espagnol. Et il savait que tous ces pays-là avaient, n'est-ce pas, des yeux pour Haïti. Il convoitait de prendre Haïti. Et voilà ce monsieur, Toussaint Louverture, qui arrivait à dresser ces puissances-là les unes contre les autres, car lui, ce qu'il voulait, c'était de faire la démonstration qu'un noir peut diriger un État sans complexe aucun et conduire cet État vers la prospérité. Et tous s'accordent à dire que, aussi longtemps que Saint-Domingue, si après Haïti, était géré par Toussaint Louverture, c'était un Saint-Domingue prospère. Mon deuxième dieu, le deuxième dieu de mon panthéon, c'est Jean-Jacques Dessalines. Si Toussaint Louverture est connu pour cette tactique de chef de guerre et de diplomate, eh bien, Dessalines est connu pour être le grand décideur. Pas que Toussaint Louverture ne fut pas un décideur, il ne faut pas les opposer l'un à l'autre. Mais Dessalines, c'est l'homme qui a dit à un moment donné, il faut casser les liens avec, n'est-ce pas, ce pays tuteur qu'est la France, et il faut le faire jusqu'au bout. On part en guerre, on va, à la fin de cette guerre de 1803, accorder aux Français 10 jours, à l'armée française 10 jours pour laisser le pays. Et quant à ceux qui décident de rester au pays et qui vont jouer le rôle d'espions, nous allons les éliminer. Car on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et qu'était le slogan de Toussaint Louverture? Passer à Dessalines. Et donc, qu'était donc le slogan de Jean-Jacques Dessalines? Un pays de nègres, par les nègres et pour les nègres. Et Dessalines n'éprouvait aucun complexe vis-à-vis de ce mot nègre. Il a dit que tous les Haïtiens seraient reconnus comme étant des nègres. Et Haïti serait une nation de nègres. Qui que vous soyez, si vous aimez la liberté, vous mettez le pied sur Haïti, vous serez considéré comme un citoyen haïtien faisant partie de ce pays de nègres. Et ce faisant, il cherchait à éliminer tous ces complexes qui nous ont pris à la gorge par la suite, n'est-ce pas, ces complexes coloristes. Et donc pour moi, Jean-Jacques Dessalines, c'est un dieu. Et mon troisième dieu, c'est Henri Christophe, qui est à la fois diplomate, qui est à la fois homme d'État, administrateur, mais un homme qui voulait la perfection pour son peuple. En sorte que quand vous plongez le regard sur l'administration du royaume de Henri Christophe, vous avez un seul regret. Au fait, vous en avez deux. Le premier, c'est que vous dites « Oh là là, j'aurais tellement aimé avoir vécu au temps de Christophe. » Et votre deuxième regret, c'est que Christophe n'ait pas eu la longévité d'un Alexandre Pétion et d'un Jean-Pierre Boyer en politique. Imaginons seulement si Henri Christophe avait la longévité d'Alexandre Pétion et de Jean-Pierre Boyer, eh bien, Haïti aurait été ce qu'elle appelle à devenir
le joyau de la terre, le paradis de toute la terre. Eh bien, ce sont mes trois dieux. Et donc, quand ça va mal, les amis, je plonge le regard dans la vie de ces hommes et j'en ressors fort. N'est-ce pas? J'en ressors électrisé. J'en ressors dynamisé par ce que j'ai lu, par ce que je comprends. Alors les amis, la bonne nouvelle, c'est que ces hommes-là sont contemporains, ils sont inspirants et dans cette crise superficielle ou artificielle que nous traversons, il est bon de nous dire que ces ancêtres-là peuvent nous inspirer encore. Et donc, je vous ai dit qu'on va faire un cours de relations internationales. Et pour comprendre tout ce que je vais vous dire, il faut commencer par cette phrase de l'ancien ministre de l'Intérieur français, Charles Pasqua, qui a dit « Quand on est emmerdé par une affaire, il faut susciter une affaire dans l'affaire, et si nécessaire, une autre affaire dans l'affaire de l'affaire, jusqu'à ce que personne n'y comprenne plus rien. » Disons-le net, les amis, Haïti emmerde la communauté internationale. Et cela dès le début de son histoire. Dès le début de son histoire. Comment ce petit pays de 27 000 km² habité par des nègres, dont on dit qu'ils sont incapables de self-government, ont-ils réussi, ces gens-là, n'est-ce pas, à botter le cul aux soldats de la plus puissante armée de terre d'alors. En sorte que, tout de suite après la bataille de Vertières, que j'estime en ma qualité d'historien l'une des batailles les plus importantes n'est-ce pas, de l'humanité, eh bien, très tôt après cette bataille de Vertières de 1803, qui, comme on le sait, a conduit à l'indépendance, à la proclamation de l'indépendance de 1804, la France va dépêcher en Haïti, sous couvert de diplomatie, quelqu'un qui sera nommé diplomate, n'est-ce pas, au consul dans le nord d'Haïti, au Cap et plus tard à Port-au-Prince. Un jeune homme qui a eu de l'expérience en diplomatie dans des pays de nègres, puisqu'il a travaillé comme diplomate français, n'est-ce pas, en Afrique. On a dépêché Gaspard Théodore Molien en Haïti pour qu'il étudie les mœurs d'Haïti et qu'il puisse conseiller le chef d'État français sur la manière la plus habile de contrôler les Haïtiens, de contrôler Haïti, de telle sorte que les Haïtiens n'aient jamais en main leur propre destin. Et si vous ne l'avez pas encore lu, je vous en recommande la lecture, ce livre de Gaspard Théodore Molien, ça s'appelle « Mœurs d'Haïti ». Et j'ai rarement vu un étranger nous connaître aussi bien. Il prend le temps d'étudier les réflexes haïtiens. Il prend le temps de connaître nos valeurs. Il prend le temps d'étudier nos mœurs, pas parce qu'il nous aime, pas parce qu'il est notre ami. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts, parce qu'il devait conseiller le chef d'État français sur la manière de contrôler les Haïtiens et Haïti, de telle sorte que ce pays-là ne contrôle jamais son destin. Mais vous me direz, mais pourquoi la France n'a jamais oublié Haïti? Pourquoi les États-Unis vont-ils entrer en Haïti pour n'en jamais ressortir? Pour deux raisons. Parce que nous avons fait l'histoire. Nous sommes le premier peuple non européen à battre une armée européenne. Nous sommes le seul peuple à conquérir, le seul peuple noir à conquérir son indépendance au prix des armes. Et donc, si ça marche pour Haïti, ça envoie l'exemple au petit peuple que ça peut marcher pour eux aussi. Donc, on doit tout faire pour que le cas haïtien échoue.
Car lorsque le cas haïtien échoue, ça envoie le message à ceux qui veulent reconquérir leur part d'autonomie, leur part d'indépendance des mains des hégémones de ce monde. Ils sont nombreux, pas seulement les Américains, pas seulement les Français, les Chinois aujourd'hui, les Russes, mettez-en, les Anglais. Eh bien, vous envoyez à ces peuples-là qui cherchent à reconquérir leur indépendance, leur souveraineté, le message que ceux qui tentent de conquérir leur indépendance des mains des hégémones ne réussissent jamais et ils se servent du cas haïtien. Je vous ai déjà dit, n'est-ce pas, que pendant tout le 19e siècle et même avant, pendant le 18e siècle, les gens donnaient à leurs enfants pour prénom des noms de Dessalines, de Macandal, de Toussaint Louverture, etc. Et même aux États-Unis, un Nat Turner s'est inspiré de ce qui s'est passé en Haïti pour pouvoir lancer son assaut contre les esclavagistes américains. Donc, on s'intéresse à Haïti pour qu'Haïti échoue. Et les amis, perdons cette naïveté, hein. Il ne faut jamais croire en la France, jamais croire aux Américains, jamais croire, n'est-ce pas, mettez-en à ces peuples-là qui se présentent, n'est-ce pas, comme des amis d'Haïti. Non, Haïti n'a d'amis que les Haïtiens, et même pas tous les Haïtiens. Donc très tôt, on a attiré l'attention des peuples dominants. Après que nous avons conquis notre indépendance, ils n'ont qu'un seul souci, continuer à faire en sorte que notre destin nous échappe. Et là, je vous parle de Gaspard Théodore Molien. J'ai même présenté une longue émission sur ce que j'appelle la doctrine Molien, comment contrôler, n'est-ce pas, le cerveau des Haïtiens, comment contrôler le destin d'Haïti. Vous rechercherez cette émission, je pense que cette émission s'intitule, n'est-ce pas, l'enchaînement des esprits par l'éducation et par l'Église en Haïti. C'est une émission qui mérite la peine d'être suivie. Bon. Et donc, dès notre indépendance, les nations dominantes cherchaient à nous contrôler. Et si elles cherchent à nous contrôler, ce n'est pas seulement parce que nous avons fait l'histoire, mais ça, elles ne veulent pas que nous le sachions. C'est parce que notre sous-sol recèle, les amis, de grandes ressources. Notre sous-sol recèle l'iridium, notre sous-sol recèle le pétrole, notre sous-sol recèle, n'est-ce pas, toutes sortes de ressources précieuses. Pensons au bauxite, à l'or, etc. Et ils veulent nous contrôler pour pouvoir contrôler nos ressources parce que leur destin, enfin leur plan vis-à-vis de nous, leur dessein vis-à-vis de nous, c'est d'utiliser notre pays, comme ils le font pour d'autres pays noirs, comme un large réservoir de matières premières de manière à s'enrichir. Et donc, pour faire un grand saut dans l'histoire, la communauté internationale est emmerdée par Haïti. Et le dernier pays à être emmerdé par Haïti, ce sont les États-Unis d'Amérique. Les amis, prenons le temps et vous allez réaliser que ce que nous appelons crise là n'est qu'une grande mise en scène qu'opèrent les États-Unis pour nous faire perdre confiance en nous-mêmes, pour nous faire perdre de vue ce qui est au fait en jeu dans cette soi-disant crise, de manière à réapparaître les États-Unis comme le pays qui va apporter la solution à ces pauvres petits Haïtiens, à ces mineurs qui n'arrivent pas à se diriger eux-mêmes et qui ont besoin, n'est-ce pas, de l'aide du grand frère d'à côté pour venir les secourir. Ça, on a déjà vu ce film-là. Et je vais vous dire que les États-Unis d'Amérique sont emmerdés par nous. Revenons à la dernière affaire. La phrase de Pasqua. Quand on est emmerdé par une affaire, il faut susciter une affaire dans l'affaire et si nécessaire une autre affaire dans l'affaire de l'affaire jusqu'à ce que personne n'y comprenne plus rien. Alors, regardons la dernière affaire en question. La dernière affaire en question, c'est l'assassinat du président Jovenel Moïse dans sa résidence privée, dans sa chambre privée. Et là, j'espère que vous n'êtes pas naïfs au point de croire que les États-Unis n'y sont pour rien. Les États-Unis ont les mains
trempé dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Plusieurs indices à cela. Toutes ces compagnies-là qui ont embauché, soi-disant, les Colombiens, ces mercenaires, mais qui sont au fait des coopérants, et sur le dos desquels repose la soi-disant, n'est-ce pas, enfin, complicité dans l'assassinat de Jovenel Moïse, toutes ces compagnies-là sont accréditées à Miami. Ce sont des compagnies qui ont pignon sur rue, qui fonctionnent légalement sur le territoire américain. Et donc, les propriétaires de ces compagnies-là, qui embauchent ces Colombiens, qui leur fournissent des armes, n'est-ce pas, ce sont des compagnies américaines. Et quand on sait que les États-Unis d'Amérique disposent de toutes sortes de technologies pour capter jusqu'aux conversations des autres chefs d'État, surtout, n'est-ce pas, en Amérique, qu'ils considèrent comme, n'est-ce pas, leur cour arrière, on serait naïf, peut-être même idiot, de s'imaginer à tort que les États-Unis ne savaient pas que Jovenel Moïse allait être assassiné, que les États-Unis n'ont pas fermé les yeux sur son assassinat parce qu'ils avaient un intérêt immédiat dans l'assassinat de Jovenel. Pourquoi? Parce que, bon, après avoir soutenu Jovenel à bout de bras dans toutes ses bêtises, après l'avoir installé au pouvoir comme successeur de Michel Martelly, ils ne pouvaient pas, les États-Unis, le déporter tout simplement comme ils ont fait pour Aristide. Il fallait tout simplement en finir, mais en faisant porter le chapeau par d'autres gens. Et donc, lorsque les États-Unis ont approuvé le plan de l'assassinat de Jovenel Moïse, ce qui était prévu, les amis, c'était que 60 jours après l'assassinat de Jovenel Moïse, qu'on aille en élection et que les États-Unis nous refilent Michel Martelly, avec qui ils ont déjà bien collaboré, n'est-ce pas, et qui continuerait à leur accorder, à eux et aux compagnies américaines, des contrats sulfureux, n'est-ce pas, pour l'exploitation de nos mines. Vous vous souvenez que dès le lendemain de l'assassinat de Jovenel Moïse le 7 juillet, lorsque les États-Unis d'Amérique et le Mexique ont convoqué une réunion d'urgence, n'est-ce pas, à l'Assemblée générale des Nations Unies, ou plutôt au Conseil de sécurité des États-Unis, quel a été le mot d'ordre lancé par les États-Unis et repris en chœur par, n'est-ce pas, l'Union européenne, par la communauté internationale, c'est que, ben tiens, le roi est mort, vive le roi, Jovenel Moïse est mort, nous avons un premier ministre que nous allons soutenir, n'est-ce pas, Claude Joseph, qui est un agent de la CIA, et nous devons aller en élection 60 jours après. Imaginez un président qui est assassiné en sa résidence privée, un peu de décence, un peu de respect pour ce peuple, voudrait qu'au moins l'enquête commence, qu'au moins les gens puissent faire leur deuil, car il ne s'agissait pas de savoir si on aimait ou non Jovenel Moïse. En assassinant le président Jovenel Moïse en sa résidence, c'est un peu de nous qu'on a assassiné. C'est la présidence qui est une institution qu'on a vilipendée, qu'on a avilie. Donc un peu de décence, un peu de respect voudrait qu'il y ait un début de commencement, n'est-ce pas, d'un simulacre d'enquête. Non, on a dit, on l'a assassiné, on tourne la page, on s'en va en élection dans 60 jours. L'affaire, c'est que même un pays comme les États-Unis, avec des institutions aussi solides qu'on lui reconnaît, n'aurait pas pu organiser des élections 60 jours après l'assassinat de leur propre président. Mais là, ce n'était pas une question d'essence, c'était qu'on devait suivre le plan. Sauf que deux problèmes se sont posés et qui sont venus contrarier le plan des Américains. Le premier problème, c'est que Jovenel Moïse étant assassiné le 7 juillet, environ un mois plus tard, le 14 août dernier, on a eu un tremblement de terre. Et ça, il ne l'avait pas prévu, ça. Ce tremblement de terre qui a emporté une grande partie du Grand Sud
est venu contrarier les Américains qui jusque-là suivaient le plan qu'ils avaient conçu à la lettre, c'est-à-dire on assassine le président Jovenel Moïse, on organise des élections, on le remplace par Michel Martelly et tout le monde oublie cette affaire de Jovenel Moïse. Sauf qu'on a eu le tremblement de terre et là, les Américains ont envoyé des évaluateurs qui ont dit en chœur, écoutez, on ne pourra pas faire des élections pour tout de suite. Et puisque on ne pouvait plus organiser des élections dans 60 jours comme il l'avait prévu, la question de la légitimité du gouvernement en place va se poser. Claude Joseph, qu'ils ont soutenu dans un premier temps, n'avait aucune légitimité populaire, aucune légitimité constitutionnelle. Lorsque 2 semaines après, si vous voulez, l'assassinat de Jovenel, ils ont dû remplacer rapidement Claude Joseph par Ariel Henry, ce dernier n'a ni la légitimité populaire, ni la légitimité constitutionnelle. Et alors, on a vu l'émergence, n'est-ce pas, de plusieurs propositions de sortie de crise. Et les Haïtiens disent, écoutez, nous voulons avoir notre propre proposition de sortie de crise. Et les États-Unis n'avaient pas prévu cela. Ils vont nous envoyer un émissaire, ils vont dépêcher en Haïti un envoyé spécial en la personne de Daniel Foot. Et ce qui était prévu pour Daniel Foot, c'est que Daniel Foot puisse rencontrer, n'est-ce pas, les politiciens haïtiens, la classe politique haïtienne, et qu'il les amène, ces politiciens, à accepter le plan des Américains. Sauf que, il y a quelque chose qu'on appelle la conscience, même chez les plus méchants. Daniel Foot va se démarquer, si vous voulez, du plan de match de ses patrons en disant que les Américains sont complices de la crise haïtienne en ce qu'ils continuent de soutenir un premier ministre qui prend langue avec des bandits, qu'ils continuent de soutenir des sénateurs qui sont impliqués, à l'exception d'un seul, Patrice Dumont, dans le trafic de la drogue. Et lui, il dit, moi, je ne veux pas être complice de cela. Il faut permettre aux Haïtiens d'avoir leur propre sortie de crise. Oh là là. Donc, la première affaire qu'ils nous ont faite, l'assassinat de Jovenel Moïse, affaire à la suite de laquelle on devait nous conduire en élection, n'est-ce pas, 60 jours plus tard, pour nous refiler dans la gorge un salaud qu'ils ont aimé parce qu'il leur a permis de s'enrichir comme lui s'est enrichi, Michel Martelly, cette affaire-là ne pouvait plus tenir. Alors, ils devaient nous faire une deuxième affaire, une troisième, voire une quatrième affaire pour qu'on ne comprenne plus rien. L'affaire s'est gâtée aux mains des Américains. Je vais vous dire quelque chose, les amis. Lorsqu'ils sont entrés chez Jovenel Moïse pour l'assassiner, ils auraient pu, s'ils l'avaient voulu, assassiner la femme de Jovenel Moïse. Ils l'ont laissé vivre. Pour quelle raison? Je vous l'avais expliqué. Ils l'ont laissé vivre pour la faire porter le chapeau de la légitimité, pour lui faire porter, dis-je, le chapeau de la légitimité de ce coup. Et je vous avais prédit, dès le 7 juillet dernier, le jour même de l'assassinat, que Martine Moïse allait être candidate à la présidence. Parce que on a déjà vu ça par le passé. On assassine un président et on fait porter le chapeau de la légitimité à son fils. On assassine un président et on fait porter le chapeau de la légitimité à son épouse, etc. Et jusque-là, on suivait le plan. Martine Moïse s'est précipitée, n'est-ce pas, pour enterrer son mari. Là encore, on pensait que Martine Moïse allait attendre, n'est-ce pas, quelque chose comme 5 à 6 semaines pour enterrer Jovenel. Et devant le tollé qui était suscité dans la population, en particulier dans le Nord, les Américains ont demandé à Martine de rentrer tout de suite enterrer son mari pour qu'on en finisse avec cette affaire. Sauf que plusieurs ont commencé à se poser des questions sur la sincérité de Martine Moïse dans cette affaire. On commençait à se poser des questions sur est-ce que Martine Moïse n'aurait pas été complice de l'assassinat de son propre mari? Parce que si elle est sérieuse, Martine Moïse, elle doit se constituer partie civile et porter plainte. Et là,
Martine Moïse porte plainte, les amis. Contre qui porte-t-elle plainte? Contre le premier ministre actuel que les États-Unis ont placé à Port-au-Prince. Moi, je l'appelle Ariel Henry, le premier ministre des États-Unis accrédité à Port-au-Prince. Martine Moïse porte plainte contre Ariel Henry et il y a une petite nouvelle, les amis, sur laquelle nous devons nous arrêter. Le fils aîné de Jovenel Moïse, qui vit à Montréal, a embauché un cabinet d'avocats qui va enquêter sur l'assassinat de son père. Je ne parle pas du garçon fils de Martine Moïse. Je parle d'un garçon que Moïse, le président Moïse, a eu avant son mariage avec Martine, qui vit au Canada, que j'ai rencontré à quelques reprises, et qui maintenant a embauché un cabinet d'avocats et qui confie comme mandat à ce cabinet d'avocats d'enquêter sur l'assassinat du président et de faire une poursuite tant au niveau national qu'international. Putain, on n'avait pas vu cette affaire. Je vous ai dit que cette affaire, on ne l'avait pas vue. Que le premier garçon du président, qu'on attendait à être effrayé, qu'on attendait à être traumatisé par cet assassinat crapuleux, on pensait qu'il allait fermer sa gueule, comme dans un premier temps Martine avait fermé sa gueule. On pensait que et Martine et les enfants allaient suivre le script, n'est-ce pas, qu'on leur avait préparé, à savoir que Martine allait continuer à dire ce qu'elle disait au tout début de cette affaire. Elle allait continuer à débiter des mensonges les plus insupportables que les autres, à savoir que son mari a été assassiné par des mercenaires étrangers, etc. Non, là Martine s'est constituée partie civile et a porté plainte contre Ariel Henry. Et merde, putain, on n'a pas vu ça. Et pire, le premier garçon de Jovenel Moïse, qui n'est pas le fils de Martine, qui se trouve, n'est-ce pas, au Québec, engage un cabinet d'avocats et demande que le cabinet enquête sur ce qui s'est véritablement passé, fixer les responsabilités et faire des poursuites tant au niveau national qu'au niveau international. Encore une fois, je suis tellement content que ce qu'on dit ici soit écouté, parce que c'est exactement cette piste-là qu'on avait indiquée le mercredi 7 juillet, piste qu'on a reprise, n'est-ce pas, le dimanche d'après. Et là, il faut créer d'autres affaires dans l'affaire pour alimenter une crise. Et c'est à partir de ce moment-là, les amis, écoutez bien, qu'on a vu les cas de kidnapping se multiplier. C'est à partir de ce moment-là qu'on a vu les cas d'insécurité, n'est-ce pas, littéralement galoper, grimper et atteindre des records qu'on n'a jamais vus. Quelle est l'intention derrière ces cas de kidnapping? Quelle est l'intention derrière ces cas d'insécurité? Écoutez bien, effrayer les gens de bien pour que ceux qui peuvent laisser le pays puissent le laisser véritablement. On appelle ça un traitement de choc. Dans cette mise en scène, on va faire des coups d'éclat. On va kidnapper des gens qu'on n'attendait pas à être kidnappés. Comme ça, ceux qui peuvent partir, ceux qui ont le visa, vont laisser le pays. Et à un moment précis, les Américains vont intervenir directement ou indirectement pour pacifier le pays et nous entrer dans la gorge des élections au terme desquelles ils vont nous donner ce qu'ils veulent bien nous donner, ce qu'ils ont toujours fait dans notre histoire, à l'exception notable de 90, le cas de Jean-Bertrand Aristide. Les amis, ce à quoi nous assistons, c'est une mise en scène. Vous pensez que ceux qui détiennent des armes en Haïti détiennent ces armes-là par eux-mêmes? Voyons donc, les amis. Voyons donc. Vous oubliez que les États-Unis ont des drones précis qui peuvent tuer des gens après les avoir identifiés où qu'ils se trouvent. Je vous rappelle le dernier assassinat en date que les Américains ont perpétré contre ce haut gradé de l'armée iranienne
qui ne leur avait rien fait. Et là, le département d'État a conseillé à Donald Trump de l'éliminer à l'aide d'un drone. Et là, Donald Trump nous a expliqué comment il a procédé. Il était assis avec les gens du département d'État et il a dit, ce fils de pute va mourir dans 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 seconde et boum, Donald Trump s'en est enorgueilli. Et là, ce fameux général iranien a été assassiné par un drone américain. Donc vous pensez vraiment que si ce n'était pas une mise en scène, si les États-Unis voulaient véritablement coopérer avec le gouvernement haïtien pour pacifier Haïti, vous pensez que ces quelques jeunes Haïtiens, moi j'hésite à toujours les appeler des bandits parce que on ne sait pas qui est bandit et qui ne l'est pas dans ce pays, pas vrai? Eh bien, vous pensez vraiment que ces gens-là qui tiennent des armes lourdes n'auraient pas été éliminés par des drones américains, le temps de le dire? Mais non, on est en train de nous faire une affaire dans l'affaire pour nous confondre, les amis. La dernière affaire en date, ou l'avant-dernière affaire en date, c'est cet enlèvement de 17 missionnaires américains. Voyons donc, les amis. Voyons donc. Je suis un passionné de la politique, je suis un passionné de l'actualité politique. Ces 17 missionnaires américains, ils ont une famille, non? Avez-vous vu à la télé, avez-vous entendu à la radio un membre de la famille de ces soi-disant 17 captifs missionnaires américains se plaindre ce que leur père a été enlevé, ou leur mère a été enlevée, ou leur frère a été enlevé? Ces 17 missionnaires, soi-disant américains et canadiens, ont été enlevés et les ravisseurs réclament $1 million par tête de captif. Avez-vous entendu le début d'une négociation familiale? Il me semble que l'État américain a toujours dit qu'il ne négocie pas avec des bandits. Donc, puisque ce sont des bandits qui ont enlevé ces missionnaires-là, je m'attendais à lire dans la presse internationale, dans la presse américaine, des débuts de négociations entre les membres de ces familles-là qui veulent négocier avec les ravisseurs. Rien. Tout ce qu'on entend, c'est l'une des porte-paroles de la Maison-Blanche qui dit effectivement il y a un groupe tactique de l'armée américaine, un groupe tactique du département d'État qui est soi-disant déjà en Haïti en train de régler les choses. On nous fait une affaire dans l'affaire. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe, les amis? Exactement ce qui s'est passé en 1915. Vous avez des gens qui, sciemment ou par naïveté, commencent à réclamer une intervention américaine. Le dernier en date, c'est un ancien ambassadeur des États-Unis accrédité à Port-au-Prince, celui-là même qui était l'ambassadeur des États-Unis à Port-au-Prince au moment de la déportation de Jean-Bertrand Aristide d'Haïti, James Foley, qui a dit clairement, écoutez, les États-Unis ne pourront pas échapper à la nécessité d'une intervention militaire en Haïti. Oh, le fameux fardeau de l'homme blanc qui doit sauver l'homme noir. Là, ils sont en train de préparer le terrain. Ils créent une affaire dans l'affaire parce qu'ils sont emmerdés par la première affaire. Maintenant, ils créent l'affaire de sécurité, l'affaire de kidnapping. Ils font un traitement de choc, bon Dieu. Personne n'est à l'abri. On kidnappe des pasteurs, on kidnappe de simples missionnaires. Pour moi qui ai étudié en relations internationales, je vous le dis, beaucoup de ceux qu'on appelle des missionnaires sont au fait des espions de la CIA. Beaucoup de ceux qu'on appelle pasteurs ou religieux sont des espions de la CIA. On a vu ça, n'est-ce pas? En particulier en Iran, puisque les États-Unis n'ont plus de relations diplomatiques officielles avec l'Iran. Eh bien, vous savez qui étaient utilisés comme des espions à Téhéran pour refiler des informations aux Américains. C'était soi-disant les religieux et les religieuses du Canada. Je vis au Canada, je vous le dis. L'Iran continuait d'avoir des relations diplomatiques avec le Canada et quand on voulait avoir des informations du terrain
des informations qui arrivaient de Téhéran même, eh bien, on avait des religieuses, les bonnes sœurs, hein, n'est-ce pas, qui ne suscitent pas de soupçons. Vous aviez les religieux, ces salauds en soutane, n'est-ce pas, et c'est eux qui étaient soit des espions conscients ou des espions inconscients, parce qu'on peut être agent inconscient, on peut être agent sans qu'on ne le sache, et c'est d'eux que le département d'État ou la CIA se servait pour avoir des informations de première main. Et donc, le kidnapping ou, n'est-ce pas, la saisie du corps de ces 17 missionnaires était le prétexte pour que les gens disent « Ah, mais il faut que les Américains viennent » parce que le gouvernement haïtien ne peut plus rien faire. Et la dernière affaire dans l'affaire, les amis, c'est la crise du carburant. Vous savez quoi? Il y a du carburant, il y en a au port, il y en a à la douane, sauf que de jeunes Haïtiens qui sont armés disent « Pour que nous laissions passer ce carburant, nous réclamons un certain montant. » Et depuis plusieurs semaines, les amis, il y a des hôpitaux qui ferment, il y a des morgues qui ne fonctionnent pas. Vous imaginez des cadavres, n'est-ce pas, qui sont en décomposition, en putréfaction. Les écoles ne fonctionnent pas. Et il y a la surenchère, les amis, le marché noir. On vend en Haïti un gallon de gaz pour 20 $ américains. Essayons de nous imaginer, nous qui vivons aux États-Unis, qui vivons en France, qui vivons, n'est-ce pas, au Canada, donc dans des pays qui ont les moyens, nous qui travaillons, n'est-ce pas, imaginons seulement si nous devions payer 20 $ pour un gallon d'essence. Mais c'est pas compliqué, la plupart d'entre nous seraient restés à la maison. Et vous avez une population haïtienne, jusqu'à 85% au chômage, qui doit consommer du carburant pour allumer, si vous voulez, une lampe à la maison, qui doit consommer du carburant pour faire fonctionner, n'est-ce pas, un taxi-moto, pour faire fonctionner, n'est-ce pas, le transport en commun. Le carburant est aux douanes, le carburant est au port. On l'empêche d'entrer sur le territoire haïtien et entre-temps, on fait du marché noir, on vend jusqu'à 20 $ américains le gallon. Et vous avez entendu la dernière nouvelle, le porte-parole de la Maison-Blanche a encore annoncé que les États-Unis vont envoyer des troupes spéciales pour faire entrer le carburant sur le territoire haïtien. Vraiment? On a besoin de troupes spéciales des États-Unis pour faire entrer du carburant sur le territoire haïtien. Bon Dieu, les amis, où sont les policiers haïtiens que les États-Unis ont eux-mêmes formés? À quoi sert le gouvernement d'Haïti que les États-Unis ont installé? Ils sont en train de nous préparer une autre affaire dans l'affaire et on est en train de nous habituer à voir les Marines revenir, n'est-ce pas, sur le territoire haïtien. Et bientôt, vous savez quoi? Ils vont nous dire, ça y est, on a pacifié le territoire, on s'en va aux élections et ils vont nous refiler l'un de ces corrompus du PHTK avec qui ils ont déjà fait de bonnes affaires pendant les 10 dernières années. Ils vont redonner le pouvoir à ces gens-là. Une affaire dans l'affaire, puis une autre affaire dans la même affaire, et s'il le faut, une dernière affaire dans la même affaire, en sorte qu'à la fin, on ne comprend plus rien. Pendant qu'on regarde ces cas de kidnapping, pendant qu'on s'intéresse à la crise superficielle ou artificielle du carburant, est-ce que vous entendez parler de l'enquête sur la mort de Jovenel Moïse? Vous, pas du tout. Pas du tout. Ils sont en train, n'est-ce pas, de nous rendre fous pour que nous puissions nous adresser à celui-là même qui nous fait le plus grand tort. Celui qui fait, n'est-ce pas, cette mise en scène, n'est-ce pas, crapuleuse, c'est le gouvernement américain. Normalement, quand vous avez un gouvernement irresponsable, comme celui que les États-Unis placent à la tête du pays,
Un Premier ministre qui n'arrive pas à protéger sa population, un Premier ministre qui n'arrive pas à faire entrer le carburant sur son propre territoire, et pourtant il vient de nommer un nouveau chef de police, au point que ce Premier ministre s'adresse aux Dominicains pour l'aider à faire entrer du carburant en Haïti, au point que le gouvernement américain annonce qu'il va envoyer des troupes spéciales pour faire entrer le carburant. Quand vous avez un gouvernement aussi irresponsable, on le chasse. Et vous avez vu, pendant ces 4 ou 5 derniers jours, grève générale illimitée, qu'est-ce qu'on réclame? Le départ d'Ariel Henry. La question, ce n'est pas tant est-ce qu'il faut chasser Ariel Henry, il faudra le faire, je vous dirai comment, mais c'est par qui le remplacer. D'où ma deuxième citation, celle de Franklin Delano Roosevelt. Qu'est-ce qu'il avait dit, Franklin Delano Roosevelt? Il faut constamment soulever les va-nu-pieds contre les gens à chaussures et mettre les gens à chaussures en état de s'entre-déchirer les uns les autres, car c'est la seule façon pour nous d'avoir une prédominance continue sur ce pays de nègres qui a conquis son indépendance par les armes, ce qui est un mauvais exemple pour les 28 millions de Noirs d'Amérique. En apparence, les amis, en apparence, qui est-ce qui empêche le carburant de pénétrer le territoire haïtien? De jeunes haïtiens qui ont la peau foncée comme vous et moi. On les appelle des bandits. On dit, ah mais c'est eux qui empêchent les hôpitaux de fonctionner. C'est eux qui empêchent les écoles de fonctionner. C'est eux qui empêchent, n'est-ce pas, les taxis-motos, le transport en commun de fonctionner. Donc, nous devons nous en prendre à eux. La tactique, il faut porter les va-nu-pieds à s'entre-déchirer. Mais ce ne sont pas eux les responsables. La question c'est, est-ce que ces jeunes-là fabriquent des armes? Non. Est-ce que ces jeunes-là fabriquent des munitions? Non. Est-ce que ces jeunes-là ont le contrôle des ports? Non plus. Qui fait l'import ou l'importation des armes, n'est-ce pas, en Haïti? Ce ne sont pas ces jeunes-là. Qui a transformé la frontière, si vous voulez, haïtiano-dominicaine, en sorte que tout passe de la République dominicaine vers Haïti? Mais ce sont les Dominicains, en particulier le secteur privé américain. Et pourtant, dans notre spontanéité, à qui est-ce qu'on impute la rareté du carburant sur le territoire haïtien? Ces jeunes qui ont les armes à la main et qui disent « il faut nous payer une rançon » pour qu'on puisse laisser passer le carburant. Là encore, c'est la grande mise en scène des Américains. Franklin Delano Roosevelt l'avait dit, il faut porter les va-nu-pieds à s'entre-déchirer entre eux et il faut porter les gens à chaussures à se dresser contre les gens qui n'ont pas de chaussures de manière à ce qu'il n'y ait jamais de paix dans ce pays. Aïe, aïe, aïe. Vous savez, il y a rareté de carburant en Haïti, mais il n'y a pas absence de carburant. Il y a des gens qui ont quand même du carburant. Les gens qui ont du carburant, ce sont des gens qui ont beaucoup de moyens. Et c'est ceux qui ont du carburant, qui refilent ce carburant à des vendeurs pour qu'eux puissent faire du marché noir. On vend un gallon d'essence à Port-au-Prince, 20 $ américains. Qu'est-ce que les Américains sont en train de nous faire? Nous porter à nous entre-déchirer, n'est-ce pas? Ceux qui ont les moyens contre ceux qui n'ont pas de moyens et ceux qui ont les moyens à s'entre-déchirer entre eux. Les amis, ne soyons pas naïfs, comprenons ce qui est en train de se mettre en place. Pourquoi les Américains ont-ils besoin d'envoyer des troupes spéciales pour aider à l'entrée du carburant en Haïti? Voyons-nous, ils ont des drones partout. Ils n'ont qu'à identifier, grâce à leurs drones, ces 10 agents ou ces 15 agents qui tiennent leurs armes à la main, n'est-ce pas, devant des caméras, et boum, comme les États-Unis l'ont déjà fait pour d'autres, boum, il l'aurait fait exploser. Les États-Unis étaient en mesure de se rendre sur le territoire pakistanais. Ils ont reconstruit le complexe où a vécu Ben Laden
Ils ont reconstruit ce complexe pour aller assassiner Ben Laden chez lui. Et vous pensez que les Américains ont besoin physiquement d'entrer dans un petit pays comme Haïti pour éliminer les 6 ou 7 ou la vingtaine de jeunes qui empêchent le carburant de rentrer? Voyons donc les amis. Ceux que nous appelons des bandits, ces jeunes-là, sont au fait des agents des Américains. On les appelle au fait des snitch. Ça veut dire des gens dont on peut se débarrasser quand on veut. Ce sont des agents qui ne sont peut-être pas conscients qu'ils sont des agents. Mais entre nous, les amis, soyons vrais, soyons lucides. Parlons peu, mais parlons vrai. Si les Américains voulaient assassiner Barbecue, si les Américains voulaient assassiner, n'est-ce pas, Tilapli, si les Américains voulaient assassiner les leaders, n'est-ce pas, du groupe 400 Marozo, vous pensez qu'ils ne l'auraient pas fait? Voyons donc, les amis. Pourquoi ne le font-ils pas? Je vais vous faire une autre citation, celle de Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, n'est-ce pas, qu'on perçoit comme le héros de la guerre d'Algérie, n'est-ce pas, qui a duré en gros peut-être de 54 à 62. Il avait dit quelque chose, écoutez bien, on ne peut bien gouverner qu'en temps de guerre. Donc lorsque, en apparence, les gens voyaient les Français se battre contre les Algériens et les Algériens se battre contre les Français et qu'en pleine guerre franco-algérienne, on a fait appel à De Gaulle, mais De Gaulle n'était pas innocent là-dedans, les amis. De Gaulle travaillait en sous-main parce qu'il venait de traverser 10 années en dehors du pouvoir français. Il voulait revenir comme chef d'État français pour faire ce qu'il appelle, n'est-ce pas, la 5e République. Donc, il lui fallait créer quelque chose, mettre en scène une situation de guerre pour qu'au terme de cette guerre, ou plutôt en plein milieu de cette guerre, on puisse acclamer De Gaulle. Vous vous souvenez, lorsqu'il s'est rendu en Algérie, il a dit aux Algériens, « Je vous entends !» Ah, cette phrase équivoque lui a valu d'être acclamé non seulement par les Algériens, mais aussi par les Français. Et De Gaulle va revenir effectivement au pouvoir. Souvenez-vous de cette phrase. Les politiciens cyniques le disent, on ne peut gouverner qu'en temps de guerre, que cette guerre soit sur le territoire national ou bien sûr un territoire, n'est-ce pas, externe, il nous faut être en situation de conflit pour justifier les solutions qu'on va vous proposer. Franklin Delano Roosevelt dit, écoutez, il faut mettre, n'est-ce pas, ce pays en état de guerre perpétuelle. Opposer ceux qui ont à ceux qui n'ont pas. Opposer ceux qui ont des chaussures aux va-nu-pieds et faire en sorte que les va-nu-pieds soient toujours en train de s'entre-déchirer. C'est la seule façon pour nous d'avoir un contrôle continu sur ce pays de nègres qui a conquis. Voilà ce qui lui fait mal. Ce pays qui a conquis son indépendance par les armes. Nous devons le leur faire payer à tout jamais. Donc, vous notez que moi, je ne condamne, je n'approuve pas non plus, mais je ne condamne jamais à ce micro les agissements des barbecues, les agissements des tilapli. Non, je dis, ils sont en train d'exécuter un plan qu'ils ne maîtrisent même pas. Eux, ils ne sont que des exécutants et comme analyste, je n'ai pas à m'en prendre aux exécutants, je dois m'intéresser aux commanditaires, à ceux qui mettent en place cette mise en scène-là, de manière à saisir ce qui est en jeu derrière ça. Les amis, qu'est-ce qui est en jeu? Les États-Unis veulent officialiser leur tutelle sur Haïti. Les États-Unis, puisqu'ils sont emmerdés par la suite de l'assassinat de Jovenel, cette affaire, n'est-ce pas, est en train de leur échapper. Martine Moïse qui porte plainte contre le Premier ministre, le fils aîné de Jovenel qui, depuis le Canada, embauche un cabinet pour enquêter et pour porter plainte tant au niveau national qu'international, des élections qui ne peuvent pas se dérouler comme eux l'avaient prévu. Il faut qu'ils créent des affaires dans la première affaire pour justifier une tutelle au terme de laquelle ils vont dire, tiens, on va vous faire des élections à la négraille comme on a l'habitude de faire. Donc, comprenons-nous bien les amis,
cette crise est superficielle, cette crise est artificielle. Vous pensez vraiment? Vous pensez vraiment que si les États-Unis d'Amérique, qui ont formé notre corps de police, les États-Unis d'Amérique qui ont installé le gouvernement actuel, vous pensez vraiment que s'ils voulaient aider les policiers à se débarrasser de ce que nous appelons par exagération langagière des bandits, vous pensez vraiment que les États-Unis auraient hésité à assassiner Barbecue? Je ne souhaite pas l'assassinat de Barbecue, mais malheureusement, c'est comme ça qu'il va finir. Vous pensez que les États-Unis auraient de la difficulté à assassiner Tilapli? Je ne souhaite pas son assassinat, mais c'est comme ça qu'il va finir. Vous pensez vraiment que les États-Unis auraient de la difficulté à localiser ces 17 missionnaires? Voyons donc, les amis. Voyons donc. Ils sont en train de nous faire une affaire dans la première affaire, d'ajouter une autre affaire dans l'affaire pour qu'au terme de l'affaire, on ne comprenne rien et qu'ils arrivent comme une espèce de Deus ex machina, le Dieu qui sort de la machine pour délivrer, n'est-ce pas, les pauvres nègres. Ils veulent justifier leur tutelle. Que devons-nous faire, les amis? Que devons-nous faire? Vous savez, avec moi, il y a toujours un que faire. Et c'est là où je vais vous dire qu'il nous faut rééditer le 18 novembre 1803. Que s'est-il passé au 18 novembre 1803? Vous savez, quand vous analysez une conjoncture comme historien, vous devez analyser les événements ou les causes immédiates pour comprendre tel événement. Et parfois, il faut même remonter plus loin. Les amis, il n'y aurait pas de 18 novembre 1803 sans mai 1803. Que s'est-il passé au mois de mai 1803? Deux antagonistes historiques. Pétion, cet ancien libre, ce mulâtre, qui est revenu avec, n'est-ce pas, Leclerc, dans l'expédition Leclerc, pour faire rentrer sur la plantation de l'esclavage les nouveaux libres, dont les Dessalines. Ils ont même croisé le fer à Crête-à-Pierrot. Pétion était à Crête-à-Pierrot pour combattre Dessalines. Et là, Pétion va réaliser que, au-delà des apparences, au-delà de cette question superficielle ou artificielle de la peau, Dessalines et lui ont le même destin. C'est que Napoléon Bonaparte a déjà intimé l'ordre à Leclerc de les faire assassiner tous. Même si Pétion a combattu pour l'armée française aux côtés de Leclerc pour, n'est-ce pas, chasser Dessalines et le faire rentrer sur la plantation de l'esclavage, le plan macabre de Napoléon Bonaparte, c'était de les faire assassiner tous, et les anciens libres et les nouveaux libres. Eh bien, Napoléon Bonaparte a dit qu'il ne fallait laisser à Saint-Domingue que ceux qui ont 9 ans et moins. Lorsque Pétion a pris conscience, écoutez bien le mot conscience, c'est ce qui nous manque aujourd'hui, les amis. Le mot conscience, l'expression conscience identitaire. Lorsque Pétion a pris conscience qu'il était condamné, tout comme Dessalines, en dépit de ce qui en apparence les séparait, il a tendu la main à Dessalines pour une sainte alliance. Les amis, voilà la première étape de notre libération nationale. Une prise de conscience en vue d'une grande alliance, que j'appelle une sainte alliance des fils de ce pays. Les amis, vous savez pourquoi? Quand je vois Barbecue, quand je vois Tilapli, quand je vois les autres, je ne les condamne pas, même si je n'approuve pas ce qu'ils font. Je constate qu'ils sont utilisés par
le grand maître du jeu, les Américains, qui font un jeu macabre avec notre population, qui font un jeu macabre avec notre pays. Et plutôt que de les condamner, nous devons, n'est-ce pas, leur tendre la main pour les aider à comprendre qu'ils sont utilisés pour tuer, pour assoiffer, pour affamer leur propre peuple. Et plutôt que de demander qu'on les assassine, nous devons à un moment donné leur tendre la main de manière à nous élever au-delà de nos clivages, n'est-ce pas, personnels, en vue d'une sainte alliance. Les enfants de ce pays, n'est-ce pas, ont besoin de réinitier cette sainte alliance que Pétion avait lancée, n'est-ce pas, avec Dessalines. Vous me direz, ah, mais qu'est-ce que Jean-Fils Aimé est en train de dire? Jean-Fils Aimé est en train de dire, n'est-ce pas, qu'il faut s'asseoir avec barbecue, exactement ce que je dis. C'est exactement ce que je dis. Vous dites, Jean-Fils Aimé est en train de nous demander de nous asseoir avec les Tilapli, les gens de 400 Marozo. C'est exactement ce qu'il faut. Parce que ce vers quoi les Américains veulent nous conduire, les amis, c'est vers une guerre civile. C'est qu'on lance, si vous voulez, une campagne de lynchage contre ces gens-là et que eux, sentant qu'ils vont mourir, commencent à assassiner tous ceux qui vivent dans leur voisinage. Et là, étant pris dans une guerre civile, les Américains vont se précipiter à ne rien faire dans un premier temps. Est-ce que vous entendez ma formule? Les Américains vont se précipiter à ne rien faire dans un premier temps. Et lorsqu'il y aura bain de sang, eh bien, pour aider ces pauvres nègres, le fameux fardeau de l'homme blanc, eh bien, ils vont envoyer leurs troupes qui vont pacifier ce pays de nègres. N'arrivons pas à cela, les amis. Je vous propose quelque chose d'audacieux. Nous devons avoir une conférence souveraine avec ces gens-là qui ont des armes. Si nous voulons éviter de faire appel à des étrangers pour les tuer, pour les assassiner, mais reconnaissons que ces gens-là ont la même origine que nous. Je sais, je vous entends. Vous dites, ah non, je ne vais jamais m'asseoir avec des gens qui ont kidnappé mon mari. Je ne vais jamais m'asseoir avec des gens qui ont kidnappé ma femme, qui ont violé. Fine, je reconnais tout cela. Nous devrons avoir une commission justice et vérité. Au terme de cette commission justice et vérité, où ces Tilapli, où ces barbecues vont s'expliquer, vont expliquer à la nation qui est-ce qui leur avait fourni ces armes-là, d'où est-ce qu'ils trouvaient de l'argent pour acheter les munitions. Là, ayant compris ce qui s'est passé, mais la justice fera son travail. Je n'ai pas dit que la justice ne fera pas son travail vis-à-vis des barbecues s'ils ont commis des crimes. Je n'ai pas dit que la justice ne devra pas faire son travail vis-à-vis des Tilapli ou les autres, n'est-ce pas, s'ils ont commis des crimes. Mais les assassiner, les amis, ne fera qu'aggraver le problème parce que eux, lorsqu'ils vont sentir qu'ils seront assassinés, ils vont assassiner d'autres et ça va entraîner, n'est-ce pas, une espèce de guerre civile dans le pays. Et nos ennemis vont profiter de cela pour débarquer. Est-ce qu'on peut faire ce qu'on appelle une paix des braves? C'est ce que Pétion avait offert, n'est-ce pas, à Dessalines. Une paix des braves. Nous avons croisé le fer à Crête-à-Pierrot. Mais là, nous avons le même destin, nous sommes le même peuple. Est-ce que nous pouvons nous asseoir dans une conférence souveraine sur la sécurité, les entendre ces gens-là? Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Une commission justice et vérité. Qui les arme, ces gens-là? Qui est-ce qui leur fournit leurs munitions? Quand ils kidnappent, leur argent suit quelle route? Rééditons, les amis. Mai 1803, je sais que ça va provoquer des controverses et j'assume. Tilapli, Barbecue et les autres sont les fils de ce pays. Et nous n'allons pas les exclure dans un premier temps sans comprendre pour qui ils travaillent, pour qui ils ont commencé à travailler. Et là, on va remonter, les amis, au véritable commanditaire de cette mise en scène macabre. Oh, vous savez, si on fait cette paix de braves,
Si on fait cette sainte alliance, incidemment, cette sainte alliance, les amis, ne serait pas une première chez nous. On a vu cette sainte alliance en Colombie. Les FARC n'ont-ils pas fait une alliance avec les gens qui étaient au gouvernement? On a vu cette alliance, n'est-ce pas, en Irlande du Nord avec les gens de l'Irlande du Sud. On a vu, n'est-ce pas, le gouvernement britannique proposer une branche d'olivier de paix à ceux qui persécutaient l'État britannique. Pourquoi nous, on ne serait pas capable de le faire? Il faut faire, rééditer 1803, mais faire ce qui a précédé novembre 1803, le mois de mai 1803. Que s'est-il passé en novembre 1803? Il y a deux dates à retenir, les amis. Il y a le 18 novembre 1803 où l'armée de nos ancêtres a affronté l'armée française et a botté le cul à l'armée française, ça nous le savons tous. Mais il y a quelque chose, les amis, qui s'est passé 10 jours après le 18 novembre. Vous savez, à la suite de la bataille de Vertières du 18 novembre, Dessalines, le grand gagnant, a imparti 10 jours aux étrangers, à l'armée étrangère pour laisser Haïti. Les amis, mais quelle honte! Quelle honte que de voir Rochambeau, le représentant de la plus puissante armée de terre d'alors, laisser le territoire haïtien, la queue sous la jambe, la queue, n'est-ce pas, sous le ventre, n'est-ce pas, parce que les Haïtiens venaient de s'entendre pour chasser leurs ennemis. S'il y a une chose que vous devez retenir de l'émission d'aujourd'hui, c'est que ce que nous appelons crise, les amis, est une mise en scène. Une mise en scène savamment conçue et entretenue par les Américains. Il faut voir au-delà de cette soi-disant crise et comprendre ce qui est véritablement en jeu. Franklin Delano Roosevelt l'avait dit, il faut faire en sorte que les va-nu-pieds ne s'entendent jamais et qu'ils s'entre-déchirent. Si nous nous entendons, nous allons pouvoir chasser nos vrais ennemis. Vous savez qui sont nos vrais ennemis? Nos vrais ennemis, c'est ceux qui mettent en place cette fameuse crise. Nos vrais ennemis, on va les nommer les Américains. Nos vrais ennemis, on va les nommer les Français. Nos vrais ennemis, on va les nommer les Canadiens. Si on arrive, les amis, à proposer une conférence nationale sur la sécurité, les amis. J'en connais qui vont trembler. Les Américains vont trembler. Les Canadiens vont trembler. En tout cas, les services secrets vont trembler parce que ces fils et filles du pays qu'on a armés contre leur propre peuple vont dire les vraies choses. Je vous avais dit que je nourrissais un rêve pour le 18 novembre. Nous sommes quoi aujourd'hui, le 30 octobre? On peut rééditer le 18 novembre. On peut faire ça. Les amis, il faudra chasser Ariel Henry, mais il ne faut pas le faire tout de suite parce que si on chasse tout de suite, les Américains vont se précipiter à le remplacer par un homme beaucoup plus servile encore. Comprenons bien la psychologie d'Ariel Henry, les amis. Et c'est pour cela que les Américains le mettent là. Ariel Henry se sait complice dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Disons les vraies choses. C'est pas pour rien que lorsque l'ancien ministre de la Justice l'a convoqué à la cour pour qu'il réponde du contenu, de la teneur de ces appels qu'il a reçus de la part de, n'est-ce pas, Badio, Joseph Félix Badio, l'un des assassins probables de Jovenel Moïse, plutôt que d'aller répondre et de se prêter en tant que premier magistrat, en tant que, n'est-ce pas, premier ministre du pays, il a congédié le premier ministre. S'il n'était pas l'homme, il a congédié, le ministre de la Justice. En sa qualité de premier ministre, plutôt que de répondre à la convocation du ministre de la Justice, il l'a congédié. S'il n'était pas l'homme des Américains, la communauté internationale aurait crié à haro sur le baudet quel est ce chef de gouvernement qui, plutôt que de répondre à une convocation de justice, congédie son ministre de la Justice. Les Américains savent que
Ariel Henry est complice dans la mort dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Et c'est même pour cela qu'ils l'ont mis là. Parce que, puisqu'ils savent qu'il est vulnérable, eh bien, il ne pourra pas faire le gros dos, il ne pourra pas jouer la carte, n'est-ce pas, du nationalisme. Donc, il va se soumettre à tous les dictats des Américains. Donc, on ne peut pas demander à Ariel Henry de susciter, n'est-ce pas, cette commission de justice et vérité au sein de laquelle on va inviter ces jeunes Haïtiens qui ont les armes à la main à nous expliquer clairement pourquoi ils font ça, qu'est-ce qu'ils veulent et surtout qui les arme, qui est-ce qui leur donne, n'est-ce pas, les munitions. Ariel Henry va rester là jusqu'à ce que nous soyons prêts, les amis, à proposer une alternative à la population haïtienne. Quelle est l'alternative? Et on est en train d'y travailler. Vous savez, on ne fait pas de stratégie en public. Ceux qui se posent la question, mais qu'est-ce qu'il en est advenu de Cash? Continuez à vous inscrire sur Cash. Continuez à nous faire des propositions. La semaine prochaine, je vais venir, n'est-ce pas, avec vous. Je vais venir auprès de vous avec un certain nombre de noms issus d'un certain consensus. J'en ai parlé dans mon dernier livre, dans mon avant-dernier livre. Haïti, miroir d'une société en décomposition. N'est-ce pas avancer si on recommençait? Qu'est-ce que je propose, les amis? Je propose un conseil de gouvernement pour la refondation nationale de 13 membres. Critères pour en faire partie: compétences avérées, intégrité reconnue, on ne fait pas du neuf avec du vieux, patriotisme, des gens qui aiment leur pays plus que tout. La question de l'égalité homme-femme, la question d'Haïtiens du dedans et d'Haïtiens du dehors. Et puisqu'il faut toujours, n'est-ce pas, en démocratie, le principe de pouvoir et contre-pouvoir, check and balance, en face de ce conseil de gouvernement pour la refondation nationale, il y aura une commission de contrôle d'action gouvernementale, commission au sein de laquelle on aura encore 13 membres. En sorte que on va avoir, n'est-ce pas, un État à la tête duquel il y aura 2 entités. Un conseil de gouvernement pour la refondation nationale de 13 membres et une commission de contrôle d'action du gouvernement. Et moi, ce que je propose, les amis, c'est une pause patriotique de 5 ans. On ne peut pas se précipiter dans des élections tandis qu'il y a 7 failles dans le pays. Faillite de l'État, faillite morale, faillite d'hommes, faillite de justice, faillite au niveau de l'éducation. Nous sommes un pays en faillite. Et normalement, on ne demande pas, les amis, à des élus d'initier des réformes. C'est pas logique. Un élu est justement parvenu au pouvoir sur la base de sa plateforme électorale. On ne peut pas lui demander de réformer la justice. On ne peut pas lui demander, n'est-ce pas, de lancer le procès Petro-Caribé. Vous imaginez, les Américains veulent nous donner quelqu'un qui a les mains trempées dans l'affaire Petro-Caribé. Donc, il faut observer une pause patriotique avec sérénité. Pause pendant laquelle des technocrates, des gens qui ont des compétences avérées, des gens qui sont intègres, des gens qui sont patriotes dans la sérénité vont s'occuper de 13 ou de 14 chantiers fondamentaux de ce pays. J'en ai parlé dans mon livre. Chantiers fondamentaux, il faut regarder le design politique de ce pays. Quel type de constitution nous voulons? Chantiers fondamentaux, mais il faut parler de justice, il faut parler du système de santé, il faut parler du système de l'éducation. Les politiciens que nous avons là, les amis, sont le fruit de l'école. Si nous ne révolutionnons pas l'école, on va continuer à avoir ces mêmes types d'hommes. Nous avons un problème de conscience dans ce pays. Qui est-ce qui produit cette inconscience? C'est l'école. Nous n'avons pas le sens du service commun. Qui est-ce qui produit ça? Mais c'est à l'école de nous apprendre cela. Nous devons revoir l'organigramme de l'État, la gouvernance. Nous devons revoir notre chancellerie, nos diplomates. Mais ils font quoi?
Avons-nous besoin d'autant de consulats? Avons-nous besoin d'autant d'ambassades? Et après que nous aurons avec sérénité rebâti cette maison, sans la pression de l'international, alors là, nous retournerons en élection, dis-je, mais sur de nouvelles bases. Car entre-temps, nous aurons réglé et mis en place des structures pour, n'est-ce pas, nos problèmes de corruption et veiller à ce que ceux qui soient reconnus de corruption soient sévèrement punis. Mais nous ne pouvons pas entrer en élection comme ça. Mon rêve, les amis, c'est que d'ici au 18 novembre, que nous proposions une alternative claire à la population haïtienne. Voici les 26 personnes qui pourraient constituer ce conseil national, ce conseil de gouvernement pour la refondation nationale. Voici ceux qui pourraient, n'est-ce pas, intégrer la commission de contrôle de l'action gouvernementale. Ces gens-là vont travailler pour la nation en toute transparence pendant 5 ans sur les chantiers que voici. Nous pouvons y arriver le 18 novembre. Nous pouvons rééditer le 18 novembre 1803. Pour cela, nous devons tendre la main à ce qui semble être le problème aujourd'hui. Ah oui, nous avons une crise d'insécurité. Nous avons une crise de kidnapping. Est-ce qu'on peut s'asseoir avec ces gens-là? Ne soyez pas offusqués. Cela s'est déjà vu dans d'autres pays. Pensez à la Colombie. Pensez à l'Irlande du Nord. On va s'asseoir. On va se parler comme fils de va-nu-pied. Moi, je dis, les tilaplis, les barbecues, ce sont des exclus du système. Que les Américains, par d'autres truchements, ont utilisé contre leur propre peuple. Il faut les aider à comprendre cela. Je n'approuve pas ce qu'ils font, mais je ne veux pas les envoyer à l'abattoir non plus. Est-ce qu'on peut initier cette sainte alliance entre fils du pays? Lancer une commission vérité et justice sur la question de la sécurité en Haïti, la question du kidnapping, parce que mais cela ne fait pas partie de nos mœurs. Comment ça a commencé? Quel est le modus operandi? Et entre-temps, on va proposer une alternative claire à la nation. Et là, lorsque nous aurons nos 26 noms, on va demander à Ariel Henry de quitter. On souhaitera pour lui qu'il quitte de bonne foi. On peut l'assurer que, même s'il devra répondre de sa complicité dans l'assassinat de Jovenel, il n'y aura pas de vendetta contre lui. Il n'y aura pas de vindicte populaire contre lui, même si la justice devra faire son travail. Et s'il ne veut pas quitter, de par lui-même, il y aura un plan B que je n'ai pas le droit de vous dire là, les amis. J'ai un rêve, j'ai une utopie. Mon rêve, rééditer novembre 1803. Que les va-nu-pieds, les fils de va-nu-pieds de ce pays puissent s'asseoir et se parler parce que nous avons un destin commun. Nous n'avons pas de pays de rechange. Notre pays, c'est Haïti. Même si je vis en Haïti, même si je vis, au Canada, mon pays, c'est Haïti. Et pendant que nous allons lancer cette commission vérité et justice, nous allons mettre sur pied cette nouvelle structure pour cette pause patriotique de 5 ans. J'espère vous avoir été utile. La semaine prochaine, je vous viendrai avec des noms. Continuez à vous inscrire sur Cash. Faites-nous des propositions. Cash, www.cashmouvement.com. Rendez-vous en grand nombre sur ce site. Et encore une fois, je vous recommande la lecture de mon livre sur Haïti. Haïti, miroir d'une société en décomposition, et si on recommençait? Chers amis, ce n'est pas parce que c'est moi qui l'ai écrit, mais c'est parce que c'est un bon livre. C'est un manuel qui va nous aider à comprendre ce qui nous arrive et à nous en sortir en tant que fils et filles de Toussaint Louverture, de Jean-Jacques Dessalines, d'Henri Christophe, de Sanit Belair, de Tante Toya et les autres. Rendez-vous sur mon site
www.jeanfils-aimé.com pour vous procurer ce bel ouvrage. J'espère vous avoir été utile. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission du même genre. Au revoir. Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va.